Donc, ce que je vous propose de parcourir aujourd'hui par rapport à ce sujet, c'est évidemment de définir un petit peu de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on entend par valeur d'entreprise, partager quelques chiffres, pourquoi c'est un sujet important. On aime adresser les migraines des dirigeants et des entreprises avec Map and Match, hein, vous le savez. Et donc, en quoi on a identifié que ce sujet était une préoccupation des entreprises et un sujet important donc pour vos clients. Et comment est-ce qu'on va aborder ce sujet à travers Map and Match? C'est qu'on va adresser la caractérisation d'une culture de valeur d'entreprise grâce à notre outil de caractérisation, en face duquel on va pouvoir mettre le profil collectif d'une équipe et travailler avec les clients cet alignement, voir là où l'ADN du collectif correspond à ces valeurs d'entreprise et là où il y a des écarts qui vont identifier des priorités d'action et pour vous les accompagner dans la co-construction de ce plan d'action et le suivi dans la durée. Donc, on conclura sur un petit récap sur la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients grâce à cette approche. Et puis, on a notre petit point agenda en conclusion sur nos prochains rendez-vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur, culture d'entreprise? Cette définition a des contours divers, mais voilà, quand on fait un peu de recherche, dictionnaire et autres, voilà comment on peut qualifier des valeurs et une culture d'entreprise. Ce sont des principes moraux, sociétaux, marketing, stratégiques qui sont formulés et communiqués à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est ça qui nous intéresse aussi comme sujet, c'est que ça va avoir des bénéfices autant auprès des équipes existantes des collaborateurs et aussi en tant qu'image. Et là, vous connaissez cette application de culture dans la marque employeur qui va travailler l'attractivité de l'entreprise pour aller chercher les talents qui vont bien, pour faire de la rétention de talents, etc. Et puis qui sont l'image de marque qui contribue à l'image de l'entreprise au-delà de ses produits et de son business. Donc, on va travailler la performance, l'efficacité des équipes en ayant des valeurs et une culture claire. Nous, ce qui va nous intéresser avec Map and Match, c'est d'aller mettre en face, comme je disais tout à l'heure, cet ADN et aller optimiser ce levier de performance auprès des équipes. Ça a une vraie cohérence avec notre approche Map and Match, puisqu'on voit qu'une définition de valeur et de culture d'entreprise, c'est ce qui rassemble des équipes, c'est ce qui constitue l'objectif et la culture commune entre les différentes équipes. Chez Map and Match, c'est ce qu'on aime analyser et ce qu'on aime optimiser, c'est rassembler les collaborateurs, voire des partenaires extérieurs autour des mêmes valeurs et d'un mode de fonctionnement qui va être aligné avec ces valeurs et cette culture. Donc voilà pourquoi ce sujet nous paraît tout à fait pertinent et on va avoir l'occasion de partager des cas réels qu'on a pu déjà déployer avec Map and Match. S'il était besoin d'encore vous convaincre de l'utilité de ce sujet, quelques chiffres qui confirment que l'alignement des salariés avec une culture d'entreprise est une réalité, un vrai besoin pour les entreprises. On vous a mis quelques chiffres d'études récentes. La jeune génération, les nouveaux arrivants sur le marché du travail, pour eux, c'est important, ils adhèrent à une culture d'entreprise. 88% estiment qu'il est primordial d'être en phase avec la culture de son entreprise. Donc évidemment, ce que nous adresserons pas aujourd'hui, c'est la définition proprement dite de la culture d'entreprise. Ça peut être un pan du projet à part entière que d'aller définir quelles sont les valeurs et la culture de l'entreprise. Nous, on l'abordera sous l'angle de la caractérisation. Ce qu'on constate aussi dans ces chiffres, c'est que finalement, dans la réalité, peu de salariés se trouvent en phase avec les valeurs. Donc, ils disent c'est important et par ailleurs, on n'est pas sûr d'être tout à fait en phase. Ensuite, on a quelques chiffres sur la réalité économique autour de ce sujet. On voit, selon cette étude de la Columbia University,
que le turnover de cadres est beaucoup plus important dans des organisations qui n'ont pas ce ciment fédérateur de culture d'entreprise. Il est plus de 2 fois plus important que dans des entreprises qui ont une culture fédératrice dans lesquelles les cadres peuvent se reconnaître. Et enfin, c'est une étude Forbes qui relève qu'une équipe engagée sur des valeurs communes est plus productive que celles qui ne le sont pas. On touche une fois plus à la motivation, à l'engagement, et on retrouve le credo de Map & Match. Quand on a une équipe qui fonctionne bien et pour qui on a identifié les enjeux et pour qui on peut travailler les leviers d'optimisation de fonctionnement, on travaille l'engagement de l'équipe. Et l'engagement de l'équipe sur l'objectif commun se traduit évidemment en une meilleure performance. OK. Alors, pour avoir un fil rouge à travers cette présentation, je vous propose d'entrer directement sur ce sujet de caractérisation et de lien direct entre une culture d'entreprise et une caractérisation Map & Match. En faisant quelques recherches sur les définitions de culture d'entreprise, j'ai croisé plusieurs fois cette grille de lecture qui recense 4 types de culture d'entreprise. Alors, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait des différentes, ça me paraît évident, mais j'ai trouvé que c'était un angle intéressant pour montrer à quel point des cultures différentes se traduisaient dans la Map & Match, dans des caractérisations différentes. C'est juste mon point ici, sans ouvrir un débat, la pertinence des définitions, mais en tout cas, effectivement, si on prend ces 4 types de cultures d'entreprise assez différentes les unes des autres, on va voir que ça aboutit effectivement à des caractérisations différentes. Et ça sera le point de départ quasiment systématique d'un accompagnement d'une entreprise sur sa culture d'entreprise. La première étape, ça va être de caractériser sa propre culture. On aime faire du sur-mesure, donc ça sera à chaque fois une caractérisation qui démarre d'une map vierge et dans laquelle on va mettre en avant les éléments saillants de cette culture. Si je reprends cette distinction entre 4 grands types de culture d'entreprise, le premier type est l'adocratie, c'est-à-dire que c'est une culture où on va aimer mélanger, combiner des expertises d'intervenants d'horizons divers pour créer des équipes ad hoc, d'où le nom de cette culture, pour garantir un succès et le lien qui les unit est vraiment atteindre l'objectif de la manière la plus efficace possible grâce à la combinaison de leurs expertises. Et donc, cela se traduit en caractérisation Map & Match avec des responsabilités clés que je vais retrouver dans l'exécution. C'est vraiment l'objectif premier, c'est d'atteindre l'objectif de la manière la plus directe et rapide possible. J'ai évidemment le besoin d'expertise puisque c'est ce qui base ma constitution d'équipe et je vais chercher la transversalité entre des métiers différents qui va me qualifier ma responsabilité clé de réflexion. Et pour ça, comme je cherche à chercher l'innovation et la créativité de chacun dans cette combinaison d'experts, je vais avoir en C5 la création et l'anticipation qui va être tournée vers le futur. Donc, ce que je vous propose ici comme exemple de caractérisation, c'est vraiment des premiers réflexes et des premiers niveaux d'analyse un peu théoriques, mais qui vous montrent cet exercice à faire entre des mots-clés qui caractérisent une culture et des responsabilités clés qu'on va trouver dans la caractérisation. Pour rappel, hein, quand on fait une caractérisation, le process conseillé et vous-même, vous avez votre interprétation du contexte, d'une description de poste, si on parle de l'individuel, d'une charte de valeur d'entreprise, par exemple. Et puis, même après avoir fait cet exercice-là, vous prenez le temps d'échanger avec le manager, peut-être avec le comité de direction, hein, quand on parle de culture d'entreprise. Vous allez soumettre ce premier jet à la discussion, au challenge par les parties prenantes, et vous faites du sur-mesure et vous affinez ce premier jet avec les personnes concernées. D'accord ? Donc, là aussi, dans ce que je vais vous proposer comme caractérisation, on est vraiment dans cette démarche de premier jet
à affiner avec les parties prenantes et avec un peu plus de contexte que les définitions qu'on a sous les yeux. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à des résultats différents. Si je prends ce deuxième type de culture d'entreprise, celui qui est identifié est la culture d'entreprise familiale. Et donc, on voit que les notions, les points saillants dans cette définition de culture d'entreprise, on parle de fédérer les salariés autour des valeurs communes. Et là, j'ai mon R5 de management, qui est créer l'engagement des parties prenantes pour la réalisation des objectifs. Et puis, je vais aller chercher de la médiation aussi, à R5 en médiation, pour aller chercher la cohésion de l'équipe, qui était un des mots-clés de la définition. On les motive à se dépasser et aller chercher l'excellence, ce qui qualifie mon troisième R5, ma troisième responsabilité clé dans la finalisation, puisque je vais aller chercher la qualité dans le détail et le repérage des signaux faibles pour aller chercher cette excellence. En C5, on dit que chacun reste libre de travailler comme il l'entend. L'accent est mis sur l'entraide et la solidarité. Je retrouve mon médiateur, mais je vais aussi avoir du coaching et du conseil en moyen, en attendu complémentaire, l'écoute du conseil, l'envie d'aider, d'accompagner la performance des autres, le soutien que je vais trouver dans le coaching, et je vais peut-être ajouter de la transmission pour s'assurer que tout le monde a les compétences pour réaliser l'objectif. Vous voyez, typiquement, dans ce que j'évoquais sur ça mérite d'être challengé par les parties prenantes, on pourra peut-être s'apercevoir dans les discussions avec les dirigeants que la transmission est moins importante que le conseil, ou inversement. D'accord? Donc, ça, c'est la proposition, et on voit qu'on est déjà sur des R5 et des C5 différents du premier type de culture identifiée. Un autre type de culture d'entreprise, c'est la culture de marché. La culture de marché, c'est, on voit dans les mots-clés et dans les points saillants de cette définition qu'elle est focus sur les résultats. Donc, sans grande surprise, on va se trouver beaucoup dans des attendus de la dynamique de la réalisation, de l'accomplissement, dans la dynamique bâtisseuse, avec de l'exécution, de la finalisation, et peut-être aussi pardon, j'étais un peu vite, de complémentaires dans la formalisation, parce qu'on parle de règles strictes à respecter. Donc, je suis bien dans ma dynamique de la réalisation, avec méthode et process, donc je vais avoir mon C5 de formalisation. La satisfaction client, qui est un autre focus dans cette définition, je vais l'avoir avec un R5 d'écoute, de conseil, je vais aller poser des questions, c'est une culture où on va écouter le client et puis on va y répondre en cherchant des solutions gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le client. Donc, ça met en avant l'attendu de la médiation. Et puis, règle à respecter, chaque action est méticuleusement planifiée. Quand je suis dans la coordination logistique et opérationnelle, je vais avoir un attendu, évidemment, sur la coordination. Donc, vous voyez comment ici, j'ai encore une combinaison différente. Si le focus, c'est le delivery, la satisfaction client, je vais avoir aussi des points saillants de ma caractérisation dans l'exécution, dans l'écoute et la recherche de gagnant-gagnant. D'accord? Je vous rappelle, et pour ceux qui reprennent ou redécouvrent la caractérisation, dans la plateforme actuelle, vous êtes limité en nombre de clics, hein, vous n'êtes plus guidé par des questions et des étoiles, etc. à sélectionner. Dans la nouvelle plateforme, vous allez être en mesure d'aller vous-même sélectionner les R5, les C5, et pour rappel, on limite les responsabilités clés à maximum 4 R5 et les C5 à maximum 5 C5. Donc, c'est un vrai exercice de sélection. Vous n'aurez pas la possibilité d'en indiquer plus. Et c'est ça qui compte, c'est d'aller identifier les points saillants de la culture d'entreprise et peut-être d'accompagner les dirigeants ou les comités de direction à affiner leur définition de valeurs et de culture d'entreprise. Donc là, je vous ai remis sur le même slide les quatre approches différentes.
D'accord? Et on voit à quel point on peut illustrer de manière très visuelle sur la map, sur la cartographie Map and Match, différentes approches. Donc, Pardon quelqu'un... Valérie, c'est moi ou on a loupé la numéro 3? On a loupé la numéro 3. On a loupé la 3. Voilà, merci. La 3, la hiérarchie, c'était le troisième style, d'accord? Effectivement, donc la hiérarchie, elle, on voit que c'est encore des responsabilités différentes. C'est un type de culture d'entreprise qui s'appuie sur des règles strictes, un cadre défini et plutôt une approche autoritaire. On dirait ça du top-down, dans des cultures managériales qui sont plutôt de nos jours remises en question. Mais c'est une culture de la hiérarchie. Donc, quand on voit des mots-clés comme règles strictes, cadre défini et structure autoritaire, je vais me retrouver effectivement dans la cabine de pilotage, dans la dynamique du rouge. Mon cadre bien défini, c'est la structuration que je trouve ici dans cette dynamique du pilotage. Autoritaire, la prise de décision, donc on va la trouver encore dans la cabine de pilotage au niveau du besoin de décision, mais je suis aussi dans la garantie d'un résultat optimal. Donc je vais aussi avoir une attente forte dans l'exécution. Je retrouve mes règles et ma structuration au niveau opérationnel dans le besoin de formalisation. Et puis, mes tableaux de bord pour suivre que chacun respecte bien le rôle qui lui est confié. Je vais aller ajouter un confort, un C5, un attendu complémentaire dans l'évaluation pour me permettre d'avoir des KPIs, des tableaux de bord de suivi. Je suis dans le contrôle, dans l'analyse fine et peut-être de la connexion. Et là, typiquement, ça va être aussi une proposition à soumettre au challenge des dirigeants. Est-ce que le relais d'information, la circulation d'information, c'est quelque chose qui est important quand on a un cadre et qu'on est dans cette culture autoritaire, il faut faire descendre aussi l'information de ce qui est attendu. Donc, il y a peut-être ce besoin complémentaire d'être le relais de l'information. Et donc là, effectivement, dans ce profil du troisième style de culture d'entreprise, on va plutôt être Q3, vous voyez, décision, formalisation, exécution. On est top-down avec moins de jaune, moins de demandes d'être force de proposition qu'on retrouverait dans la dynamique du vert, typiquement. OK, donc je reviens effectivement sur la mise en perspective des quatre, qu'on a maintenant toutes les quatre vues, d'accord, et qui permet, comme je le disais, de se rendre compte qu'effectivement, en fonction des points saillants, des mots-clés, des valeurs ou d'une culture d'entreprise, on peut aboutir à des caractérisations qui sont assez différentes. On en voit sur l'axe opérationnel, on en voit plutôt sur un cadran, là, sur le Q3. Voilà, on en a qui sont bien marqués sur la dimension d'exécution, etc. Donc, comme on le disait, ça, c'est la première étape. Je vous ai mis, pour un peu le fun, pour être encore un peu plus concret, j'ai fait l'exercice pour des entreprises bien connues avec des slogans plus ou moins connus. Mais quand on a le Think Different de Apple, qu'est-ce que ça veut dire en termes de caractérisation? On voit que pour eux, c'est un positionnement sur l'innovation, l'excellence au cœur des valeurs de l'entreprise. L'innovation, on va la retrouver dans l'anticipation, dans la vision long terme des besoins de leurs clients. Évidemment, la créativité, le out of the box, des produits qui n'ont jamais existé, créer des produits qui n'ont jamais existé, je suis bien sur mon attendu de la création. L'excellence, c'est un des mots-clés de notre talent de la finalisation. Donc, je vais avoir deux R5 extrêmement clairement mis en avant, la créativité et l'excellence. Et puis, ils vont être soutenus par ce besoin d'anticiper, ce besoin de communiquer. Et là, c'est plutôt notre connaissance de la marque. On sait que c'est un de leurs points forts. Alors, il y a le secret. Le fait
qu'ils mettent le secret au centre de leurs valeurs, ça touche à la communication. Et donc, ça fait partie des valeurs clés, pas d'être relais de l'information, mais d'être secret. Et cette appétence pour avoir une position forte en termes de communication pourrait peut-être se traduire par un attendu complémentaire sur cette dimension de la communication qui est la connexion dans notre modèle. Et ça, typiquement, c'est sûrement sujet à débat, c'est une proposition et à voir si elle est retenue ou pas. D'accord ? Autre exemple, quand on cherche des valeurs d'entreprise communiquées à l'extérieur, un exemple qu'on trouve sur le web, c'est l'Orange Attitude avec 6 principes fondamentaux. Je trouvais intéressant de les transcrire en caractérisation. Quand on a dans ces principes la proximité, pour moi, c'est un R5 de coaching. Le dynamisme, c'est l'exécution, d'accord ? C'est on y va, être au cœur de l'action. La transparence, c'est la connexion. Là, pour le coup, à l'inverse du secret d'Apple, la transparence, c'est communiquer, c'est ouvrir les canaux de communication, etc. Et puis, responsabilité, c'est assumer ses décisions, prendre le risque de se tromper, et les responsabilités, je vais forcément me trouver dans le pilotage et sans doute dans cette dimension de la décision. D'accord ? Voilà un autre exemple concret. Ça, c'est, comme on le disait tout à l'heure, la première étape. Je transcris les valeurs de l'entreprise dans une caractérisation, je la fais challenger par les parties prenantes, par le dirigeant, par le comité de direction, peut-être même plus largement par les collaborateurs à travers différents ateliers pour que tout le monde s'accorde sur cette traduction en caractérisation map and match. Et ça, j'ai fait cet exercice de manière complètement étanche par rapport au diagnostic de l'équipe existante. D'accord ? Donc, maintenant que j'ai ma caractérisation, l'analyse qui va apporter de la valeur au-delà de l'alignement qui a été déjà fait. Ah oui, je te réponds, Anaïta, sur le rapprochement entre proximité et coaching. Pour moi, la proximité, ça peut être soit l'écoute du conseiller, mais la proximité du coach, c'est être aux côtés de ceux qui en ont besoin, c'est le manager de proximité, l'accompagnateur de proximité pour la performance, aux côtés de ceux qui délivrent le résultat. Donc, c'est pour ça que j'ai rapproché la proximité du coaching qui peut s'exercer soit vis-à-vis de ses équipes en interne, mais ça peut être aussi accompagner ses clients. La proximité avec le client, je suis aux côtés de mon client pour qu'il soit performant et qu'il atteigne ses propres objectifs d'utilisation de mon produit, par exemple. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc, je reviens à cette étape suivante une fois ma caractérisation faite et évidemment, avoir réalisé le profil de chacun des collaborateurs de l'entreprise. Et ici, vous voyez que j'ai pris l'exemple d'une cartographie d'une équipe de 52 personnes. Je trouvais intéressant de prendre un collectif d'une taille conséquente pour vous montrer un cas de figure réel, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on voit que ce collectif est quand même extrêmement complémentaire puisqu'il a de l'ADN dans l'ensemble des 20 talents. C'est rare, hein. Parfois on a eu un autre client qui, à 75 personnes, avait un talent avec juste un petit peu de C5 et pas grand-chose d'autre. Mais j'ai voulu prendre cet exemple pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a de l'ADN dans toutes les dimensions qu'on n'a pas de levier d'optimisation quand on le met au regard de la caractérisation de valeur d'entreprise, d'une culture d'entreprise. Vous voyez qu'ici à droite, j'ai repris la caractérisation que j'avais proposée pour Apple. D'accord ? Donc, admettons que cette équipe de 52 personnes est une filiale d'Apple. Donc, je pourrais me dire, moi, finalement, j'ai de l'ADN dans tous mes attendus de ma caractérisation, donc tout va bien. Vous vous rappelez que quand on regarde un collectif, on va aussi aller regarder les irritants.
Et là, je vois que dans ma cartographie d'irritants, j'ai des choses intéressantes à aller voir. J'ai effectivement sur 52 utilisateurs, 21 freins, 21 irritants sur cette dimension de créativité qui est par ailleurs un de mes R5. Donc, je vais regarder à la fois toutes mes forces, toutes mes opportunités, tout le potentiel de mon équipe. Je vais aller regarder ces freins et puis je vais les mettre en perspective avec ces fameux attendus. Donc, face à cette caractérisation, les points saillants de mon analyse, sans rentrer dans le détail très fin, l'ADN correspond pour le challenge. On voit que c'est une des dimensions les plus fortes dans l'ADN de cette organisation. Et pour la stratégie aussi, on est pas mal. Dans une moindre mesure pour l'anticipation, là, ça m'intéresserait d'aller voir combien de personnes sur les 52 sont porteurs de cette appétence pour l'anticipation. Par contre, je vais soulever une question sur la créativité, comme je viens de le mettre en avant, à cause des irritants. Et sur la finalisation, je vois que je n'ai pas trop d'irritants, mais par contre, ce n'est pas une dimension très forte de mon ADN. Donc, je vais aller creuser derrière combien de personnes, et ça va rester un point de vigilance. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller chercher des forces du potentiel de mon collectif, même s'il n'est pas demandé dans les valeurs de l'entreprise. Ce que j'ai fait ici, c'est les points saillants de mes valeurs. J'observe que mon collectif a une vraie appétence pour le management d'équipe. Je vois ce manager, transmetteur, coach, j'ai un petit peu de connecteur. Donc, j'ai une culture managériale forte que je vais considérer comme un plus par rapport à ma culture d'entreprise, mes attendus fondamentaux. Et donc, une fois cette analyse faite, comment va-t-elle créer de la valeur au-delà du constat? C'est qu'elle a identifié mes priorités d'action et que je vais pouvoir aller travailler avec le client des plans d'action et concrètement aller adresser ces sujets. Donc là, j'ai soulevé la question du manque de créativité spontanée de mon organisation. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour valoriser les initiatives créatives? Vous avez tous croisé des entreprises qui mettaient, par exemple, à l'ordre du jour des concours de l'innovation pour que les collaborateurs soient force de proposition. C'est qu'une idée parmi d'autres, mais voyez l'idée derrière. Évidemment, ça donnera des priorités de recrutement et votre grille de caractérisation de la culture de l'entreprise est une grille de lecture supplémentaire pour recruter les nouveaux arrivants. Et comment est-ce qu'on peut agir auprès des équipes existantes? On va les proposer, on va les co-construire avec eux des plans d'action. J'ai relevé le sujet de l'excellence où je pourrais forcer un petit peu le trait auprès de mes équipes. Comment est-ce que je peux les rendre responsables de cette recherche d'excellence? Il y a peut-être un travail à faire auprès des équipes pour qu'ils définissent pour leur métier ce que veut dire cet attendu d'excellence. Comment capitaliser sur l'ADN d'affronteur pour aller booster mon innovation, parce que mon éclaireur n'est pas très fort, mais j'ai cette force d'aller faire tomber les obstacles, on n'a pas peur de l'adversité. Donc, comment est-ce que je peux utiliser cette force motrice de l'affronteur pour aller alimenter mes attendus dans l'innovation et l'anticipation? Vous voyez, donc là, ce qu'on veut illustrer, c'est en quoi ça peut être une grille de lecture de l'existant, en quoi ça peut être une grille de lecture pour l'acquisition de nouveaux talents, et comment on transforme cette observation d'écart et de force en levier d'optimisation pour l'organisation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette analyse qui est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, caractérisation en perspective avec les attendus? Olivier, oui. Oui, moi j'aurais une question effectivement. C'est que les R5 jusqu'à présent, pour moi, c'était surtout des déterminants par rapport aux enjeux métiers, aux enjeux externes, à ce qui finalement fait véritablement les challenges métiers du quotidien d'une organisation. Ici, on caractérise une culture par rapport à ses valeurs, finalement, par rapport à des déterminants, non pas externes,
ou métier, mais des déterminants internes finalement, une capacité à vouloir être en excellence sur un certain nombre de principes moraux, éthiques ou de relations avec le client. Finalement, c'est plutôt des déterminants qui viennent de l'interne. Et donc, comment finalement, avec un seul outil, les R5, on arrive à être bon sur les deux? À faire deux caractérisations différentes. Tu vois, Parce qu'il se peut que, justement, si on prend une filiale d'Apple, je me permets de prolonger, Apple a des valeurs d'ensemble sur toute son entreprise et la filiale X eh bien, est déterminée peut-être par rapport à un marché, par rapport à des challenges métiers, par rapport à une géographie et donc peut-être par rapport à des déterminants qui vont bien être sûr. des enjeux un tout petit peu différents, des choix de valeur faits à l'échelle du corporate. Donc, comment finalement deux champs de réalité peuvent être exprimés par un seul et même outil? Exactement. Merci pour ta question, Olivier. L'idée, c'est des axes de travail différents. Et donc, pour chacun des axes de travail, ça va être une caractérisation différente. Tout comme en entreprise, tu vas travailler ta marque employeur, non pas par rapport au momentum des projets en cours ou des difficultés de ton marché, mais c'est des sujets différents qui donc requièrent des caractérisations différentes, comme par exemple, quand je fais la caractérisation des enjeux d'un comité de direction, je vais avoir une caractérisation différente et donc une analyse différente dans son rôle fonctionnel d'être dans la cabine de pilotage aux manettes et une caractérisation différente dans son enjeu de projet de mener l'entreprise au terme de l'année et d'arriver au chiffre de vente qui va être un objectif plus opérationnel. Donc, c'est ça qu'on encourage dans l'utilisation des caractérisations et qui fait la beauté de la variété aussi des cas d'application de Map and Match, c'est que c'est chaque fois un axe de travail différent qui va être une analyse différente. Donc là, j'ai le prisme effectivement par rapport à l'interne et de mes attendus en interne. Et donc, je vais avoir une série d'actions orientées alignement avec la culture d'entreprise. Et puis, chacun va aussi avoir des leviers d'action pour être aligné avec les objectifs opérationnels. Et j'ai même envie de dire, tu peux encore avoir une troisième caractérisation qui serait par rapport à mon poste. Moi, dans ces enjeux individuels, comment mon poste contribue à ces enjeux collectifs. Tu vois? Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci pour la question, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions par rapport à cet exercice d'analyse, alignement? Juste tout à l'heure, par rapport à Apple, effectivement, j'aurais bien imaginé de l'idéateur. Enfin, donc après, je sais plus ce que la traduction en caractérisation, mais c'est vrai que ce genre de société qui capte les signaux faibles et qui matérialise des choses invisibles pour la plupart. Voilà. Voilà, exactement. Ça pourrait être une suggestion pour challenger la caractérisation. On est d'accord. Merci, Laurent. Et donc, comment est-ce que cette analyse et cette valeur ajoutée peut être concrètement présentée au client et en quoi ça peut répondre aux besoins de votre client? Comme je l'ai mentionné au fil de la présentation, d'abord, vous permettez un travail d'alignement sur la définition des valeurs de l'entreprise. Quand on sait que parfois, rien que faire un atelier collectif avec une équipe permet un alignement sur les objectifs de l'année, les attendus pour ce collectif, on imagine cette valeur ajoutée aussi sur cet alignement, ce travail d'alignement avec la définition des valeurs de l'entreprise. Comme le montraient les chiffres en début de présentation, c'est quelque chose d'important pour les collaborateurs. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, un autre bénéfice, c'est que ce travail a un impact en interne et en externe. Et ça peut être intéressant aussi pour les clients, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'engagement des salariés qui participent à cette culture d'entreprise et qui, se sentant alignés, favorisent un bon climat social. Et puis, ça peut être aussi en externe, attirer, fidéliser des candidats et une clientèle
qui va adhérer à ces valeurs. Donc, c'est contribuer à ce rayonnement finalement du client. Et puis, il y a aussi un élément temporel, c'est-à-dire qu'il y a un impact immédiat auprès des équipes existantes, avec cet alignement et renforcer ce sentiment d'appartenance, et aussi un impact futur dans cette attraction de candidats qui cherchent des entreprises qui ont du sens, qui ont des valeurs communiquées, etc. On sait que ces candidats se montrent de plus en plus sensibles à cette démarche. Et quand cette démarche est basée sur un diagnostic map and match qui prend en compte les appétences de chacun et les énergies que chacun amène au collectif dans sa partie diagnostic, c'est aussi quelque chose qui peut renforcer une image positive auprès des candidats et auprès des collaborateurs. Donc voilà, là, c'était l'idée de vous donner quelques arguments, s'il était besoin de les préciser, mais on aime créer de la valeur et c'est toujours intéressant de mettre en avant pour le client ces apports de valeur.